taxaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaatu politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci sur votre émission Objection. Un homme de son temps, de son époque, de sa génération, Abdourahmane Diouf, c'est un plaisir de vous recevoir à Objection. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Bonjour Baye Omar, tout le plaisir est pour moi, surtout tout l'honneur est pour moi. À chaque fois que je reviens à Sud, remonte à la surface beaucoup de souvenirs très positifs. C'est à la maison aussi. C'est chez moi aussi, effectivement. Et je vous rendrai toujours hommage pour le travail extrêmement important que vous avez fait pour la vitalité de la démocratie sénégalaise. Je suis de ceux qui se rappellent encore ce jour du 1er juillet 1994, si je ne m'abuse, quand Sud a été lancé. Donc nous avons grandi avec cette génération. 29e anniversaire. Ça pourra se fêter, ça pourra très bien se fêter si le président de la République, Macky Sall, ce dimanche 25, a la lucidité de nous faire un grand cadeau et de nous annoncer sa non-candidature. Attendons de voir. Ce serait un cadeau Le rendez-vous génial. a été donné et certainement on aura l'occasion de revenir sur cet instant qui est quand même un moment de notre histoire. Tout à fait. Oui, un moment essentiel, un moment historique pour vous. J'espère qu'il le comprendra. Dans tous les cas, c'est un moment historique parce que s'il dit qu'il ne sera pas candidat, il va entrer dans l'histoire. Bon, quoi qu'il ait déjà eu un peu de retard. On pourra avoir au Sénégal des élections apaisées, inclusives et surtout pour la première fois de notre histoire politique, une élection présidentielle à laquelle ne participe pas le président sortant. C'est inédit. Cela veut dire que pour la première fois, on ne sera pas dans le dénigrement, on ne sera pas dans le tout sauf, on sera dans la proposition. Et le candidat qui aura la plus grande force de proposition gagnera au soir du 25 février. Mais maintenant, s'il veut faire le forcing et présenter sa candidature, il entrera aussi dans l'histoire par la petite porte. Il sera très contesté par les partis politiques, par la société civile, par les Sénégalais, par la communauté internationale. Et il aura réussi à défaire le peu de prestige qu'il aura fait sur ces 10 dernières années. Donc ce 25 juin-là, c'est une date historique pour l'histoire du Sénégal. L'histoire peut s'écrire par sang, ça peut s'écrire par l'encre, ça peut s'écrire par le da, ça peut s'écrire par beaucoup de choses. Moi, je fais partie de ceux qui prient pour que le président Macky Sall ait la lucidité de lire l'histoire et de nous dire qu'il ne sera pas candidat. Et s'il le fait, il ne va pas le regretter parce que nous avons un grand peuple qui est prêt à l'accompagner pour une sortie honorable. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer cette tentative d'un troisième mandat? Il ne peut pas. Il a essayé de ruser un peu avec nous en lançant 2 phrases auquel il ne croyait pas lui-même. Le 20 mars, quand il a fait son interview avec l'Express en France, il avait dit justement que la question juridique était réglée. Il n'y croyait pas lui-même. Et le 31 mai dernier, quand il s'est agi de présider la cérémonie d'ouverture de son dialogue, on aura l'occasion d'y revenir. Certainement. Quand il disait que Nenko Ronyan ak Ndiek, il a quand même aussi dit que la question juridique était réglée. Mais il le sait lui-même que la question juridique est réglée. Oui, il a raison de ce point de vue, mais dans l'autre sens, dans le sens qui fait qu'il ne peut pas être candidat. Macky Sall, encore faut-il le rappeler pour la énième fois, est un constituant. C'est lui qui a pris l'initiative de cette révision constitutionnelle. C'est lui qui a écrit le texte et c'est lui qui l'a soumis en référendum aux Sénégalais. Donc c'est son idée, c'est son texte, c'est sa constitution révisée. Donc la volonté du constituant, comme on le dit toujours, s'impose au corps constitué. En 2016, pour la campagne du référendum, en 2019, pour la campagne présidentielle, partout, urbi et orbi, il a répété qu'il en était en son 2e et dernier mandat. Il nous a rappelé le contexte de cette révision constitutionnelle pour nous dire qu'il ne voulait plus que ce qui s'est produit en 2011-2012 se reproduise au Sénégal. J'ai l'habitude de dire que j'ai eu beaucoup de respect
pour ceux qui ont défendu la candidature de Wade en 2011. Je n'étais pas d'accord avec eux. Aujourd'hui, ma conviction encore que Wade n'aurait pas dû être candidat. Mais au moins, ceux qui le défendaient avaient une certaine forme de bonne foi. Parce que cette question-là, cette constitution-là était interprétable. N'oublions pas que Wade a été élu pour la première fois président de la République au Sénégal sous l'empire de la constitution de 1963. C'est important. Et quand il a fallu qu'il soit réélu en 2007, c'était sous l'empire de la constitution de 2001. En première année de droit, donc à un niveau encore très élémentaire, on apprend la problématique du conflit des lois dans le temps. Est-ce que c'est la constitution de 63 qui s'appliquait à Wade ou c'est la constitution de 2001 qui s'appliquait à Wade? Donc ceux qui défendaient la candidature de Wade pouvaient être de bonne foi. Oui. Maintenant, sur la limitation du mandat, si vous le permettez, oui, c'est une historique aussi dont il faut tenir compte. C'est l'histoire constitutionnelle du Sénégal que nous connaissons tous. On a eu 2 histoires de limitation ratées des mandats présidentiels avant d'arriver à une forme de cristallisation avec la Constitution de 2001. En 1970, le 26 février précisément, le président Senghor avait limité les mandats présidentiels. Il faut le rappeler aux jeunes Sénégalais. Le 26 février 1970, 2 mandats de 5 ans qu'on ne pouvait pas dépasser. C'est Senghor lui-même qui a fait sauter ça en 1976. Quand il a décidé de mettre en place l'article 35 et a décidé que c'est Abdou Diouf éventuellement qui le remplacerait, il a fait sauter le verrou de cette limitation des mandats. Ça, c'est la première tentative. Verrouillage, déverrouillage. En 92, avec le code consensuel, Abdou Diouf, lui, s'y est essayé. Et là, il a limité les mandats à 2 septennats. C'est dit dans son mémoire. Exactement. Mais en 98, le même Abdou Diouf a déverrouillé. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu d'importantes révisions constitutionnelles en 98, quand Abdou Diouf revenait sur le quart bloquant, quand il avait mis en place le Sénat, et surtout quand il déverrouillait cette limitation à 2 ans. Parce que cela signifiait qu'Abdou Diouf, qui était au pouvoir avec un premier mandat de 83 à 88, un deuxième mandat de 88 à 93, avait entamé un septennat de 93 à 2000, mais en déverrouillant, il avait la possibilité non seulement de rempiler de 2000 à 2007, mais même avec une possibilité d'être encore candidat en 2007. Les Sénégalais y ont mis un terme. Donc moi, je pense, avec le recul, on oublie vite dans ce pays, avec le recul, ce déverrouillage-là a contribué à la défaite d'Abdou Diouf en 2000. Comme la tentative de déverrouillage par d'autres moyens a été à l'origine de la défaite de Wade en 2000. Mais finalement, déverrouillage, aujourd'hui, l'on est confronté à un problème de limitation du mandat. Vous savez, Omar, moi je pense qu'il faut toujours avoir une approche situationniste de la démocratie. Dans la démocratie, il y a des éléments et des valeurs universelles, mais il y a aussi toujours une dimension contextuelle, une dimension géographique, une dimension situationnelle. Chacun appréhende en fonction de la réalité de son pays. Ce que je dis toujours, moi j'ai connu des très grands juristes, les Maurice Horiou, les Douguit, mais je donne toujours l'exemple du fait qu'ils ne peuvent pas mieux connaître le droit constitutionnel sénégalais que nous. Quand Wade, par exemple, a décidé pour sanctionner la transhumance d'en parler dans la Constitution, c'est une révision constitutionnelle que les Français ne connaissent pas. Parce qu'ils ne comprennent pas la massivité de la transhumance telle que nous l'avons au Sénégal. Maintenant, moi je pense que nous sommes dans des pays en construction. J'ai écrit un livre que je ne vous ai pas malheureusement amené. Mais moi, ma conviction, c'est qu'il faut avoir un mandat unique de 7 ans. Ah oui, moi c'est ma proposition de toujours et je l'ai très bien argumenté. Et fondé sur quoi? Et fondé sur le fait qu'on a un pays à construire, on a plusieurs talents dans une même génération, ça ne sert à rien de s'éterniser au pouvoir. Et c'est pour ça que Macky Sall doit nous laisser le chemin pour avoir une élection à laquelle il ne participera pas. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans une situation de non-reconduction du mandat, dans le cas de Macky Sall ou dans le cas d'un mandat unique, vous ne cédez plus à la pression d'aucun lobby. Vous n'avez plus l'administration chevillée au corps. Parce qu'à chaque fois qu'un président sortant prétend à une autre candidature,
l'administration est au garde à vous pour assurer au président de la République un certain nombre de faveurs. Donc, d'après les études que nous avons faites, si un président vient, impulse ces réformes, en 7 ans, il a le temps de les penser, de les impulser, de les mettre en œuvre et même de commencer un début d'évaluation. Et le fait qu'il ait la certitude de ne pas avoir un autre mandat du tout fait qu'il peut assumer ces réformes sans la peur du lendemain. Parce que pourquoi nos présidents ne sont pas réformateurs? Parce qu'ils ont peur de la sanction. Alors que quand vous êtes en situation de mandat unique, vous n'avez pas peur de la sanction. Et c'est ça que le président Macky Sall, malheureusement, est en train de rater. Parce qu'avec son deuxième mandat, là, il n'aurait dû avoir aucune pression sociale. Il aurait dû prendre son courage à 2 mains et mettre en œuvre des réformes politiques, économiques, sociales extrêmement ambitieuses qui aurait pu permettre au Sénégal de développer. Mais tant qu'il est dans les petits calculs politiciens, il ne prend pas des décisions importantes. Est-ce que vous n'êtes pas en face d'une démocratie restrictive? Mais la démocratie, elle peut être restrictive, mais elle est restrictive en fonction de notre contexte. Mais dans toutes les démocraties, il y a des restrictions. Parce qu'à chaque fois, même dans les pays où il n'y a pas de restriction sur le nombre de mandats, mais il y a un certain nombre de pièces à fournir avant d'aller à l'élection présidentielle. Et ça donne toujours la possibilité de choisir. Si on dit que si on n'a pas 35 ans, on ne peut pas être président de la République, mais c'est une forme de restriction. Parce qu'on peut peut-être avoir 30 ans, être patriote, avoir du talent pour diriger un pays. Pourquoi 35 ans? Pourquoi pas 30 ans? Pourquoi pas 40 ans? C'est une restriction dans tous les domaines. Actuellement, dans la Constitution du Sénégal, on a même un âge limite supérieur, 75 ans. C'est aussi une restriction. Forcément, un peuple qui s'émancipe doit pouvoir mettre en place ses propres règles. Et dans ses propres règles, il y a des chemins à baliser, il y a aussi des restrictions à avoir. Mais dans le contexte actuel, je pense qu'il ne faut même pas poser ce débat de non-limitation. Nous avons une génération d'idées, des gens extrêmement patriotiques, extrêmement compétents, qui doivent arriver au pouvoir au Sénégal pour qu'il y ait une césure complète à partir de avril 2024. Oui, justement, le dialogue, il est annoncé dans cette même dynamique. Les conclusions sont déposées. On attend justement le président de la République pour la mouture finale. Aujourd'hui, vous, au niveau de F24, vous avez également initié un dialogue avec un contenu précis. Tout à fait. Oui, entre les deux dialogues, en termes de parallélisme des formes, du point de vue des termes de référence, que retenir? Déjà, je dois préciser qu'il y a une absence de démocratie au Sénégal, parce que le jour de lancement de ce que nous appelons le dialogue du peuple au niveau des F24, on nous a retrouvés jusque dans une maison qui est une propriété privée, qui est le siège du président Malick Gakou, pour déloger les membres des F24. Ça ne s'est jamais vu dans le pays. Ça veut dire qu'ils voulaient, eux, avoir un dialogue exclusif et qu'aucun autre Sénégalais patriote n'avait la possibilité de s'exprimer en dehors de leur terme de référence et en dehors du cadre du palier. C'est un scandale, il faut le dire. Nous sommes dans un pays où les oppositions peuvent être vivaces, mais où nous avons à chaque fois gardé nos libertés d'expression. Deuxièmement, ce qui s'est passé le 31 mai au palais du président Macky Sall et ce que je vois, je suis désolé de le dire, je n'ai pas d'autre mot, ce n'est pas un dialogue national. Ah oui? C'est un arrangement entre amis. C'est des petits arrangements entre amis. Pourquoi dites-vous? Parce que déjà, on a exclu que d'autres puissent avoir un point de vue différent. J'en ai parlé tout à l'heure. Mais regardez ce qu'ils nous proposent aujourd'hui comme conclusion. Je prendrai juste un exemple. On a beaucoup parlé de l'éligibilité ou de l'illégibilité de certains membres de l'opposition. Je dis et je répète que je n'ai aucun problème avec ceux qui sont allés répondre à ce dialogue pour gagner leur titre d'éligibilité. Khalifa Sall et Karim Wade en l'occurrence. Je respecte leur choix comme je pense qu'ils ont respecté mon choix de ne pas aller à ce dialogue. Et je respecte leur choix. Pourquoi? Parce que le président de la République, Macky Sall, a par devers lui un certain nombre d'instruments juridiques qui, activés, peuvent permettre à Khalifa Sall et à Karim Wade d'être candidats. Révision du procès, amnistie, révision du code électoral, etc. Mais ça, c'est entre autres points. Exactement. C'est-à-dire ces deux opposants, ils sont allés chercher ça. Ils sont allés chercher entre les mains du président la mise en œuvre des prérogatives que la Constitution et la loi permettent. On ne peut pas leur en vouloir. Mais en revanche, et là il y a deux limitations,
La première limitation, c'est qu'ils ne peuvent pas offrir au président de la République rien d'autre qui ne soit déjà dans la Constitution et dans les lois. Par exemple, aucun de ses opposants ne peut promettre au président Macky Sall d'avoir droit à une troisième candidature en échange de la faveur qu'on lui a donnée. Je l'ai dit depuis le début. Ils peuvent y aller prendre, mais ils ne peuvent rien donner parce que ce qu'ils sont censés donner au président Macky Sall pour qu'il ait gain de cause politiquement, ça ne leur appartient pas. Est-ce que c'était cela l'objet de leur présence? Pour eux, je ne sais pas, mais pour Macky Sall, oui. J'ai l'impression que Macky Sall voulait être dans du donnant-donnant. Sauf qu'il avait la possibilité de donner, mais il n'avait pas la possibilité de recevoir. Parce que ceux qui sont censés lui donner n'ont rien à lui donner. Ni Khalifa Sall, ni Karim Wade, ni la société civile, ni aucun membre de l'opposition ou de la société civile participant à ce dialogue ne peuvent garantir à Macky Sall une participation pour une troisième candidature, ou bien, comme on l'a dit à un moment donné, une extension de son mandat actuel pour 2 ans supplémentaires. Est-ce que ce n'est pas le pays qui avait besoin quand même de cette initiative d'organiser un dialogue avec ses fils, mais pas dénouer une crise? Je reprends mon exemple que je n'avais pas eu le temps de terminer. Oui. Ousmane Sonko est condamné pour un délit, même s'il n'a pas épuisé ses voies de recours. Khalifa Sall est condamné pour un délit. Karim Wade est condamné pour un délit. Si tant est que la finalité du dialogue, c'est la paix sociale, ces 3 doivent avoir le même traitement. Absolument. Soit le président Macky Sall, dans sa grande magnanimité et dans le cadre d'un dialogue politique dont la finalité est d'arriver à un apaisement social, il doit les traiter de la même façon. Ces 3 délits, d'aucuns même peuvent penser que les délits de Karim et de Khalifa sont plus sévères parce qu'ils avaient eu affaire à l'État du Sénégal, alors que Ousmane Sonko a affaire à un privé, notamment dans l'affaire de la diffamation avec Mame Mbaye Niang. Je ne veux pas établir une hiérarchie de ces délits, mais toujours est-il que ce sont 3 délits. Alors, quand on en arrive à des conclusions qui redonnent l'éligibilité aux 2 en ne traitant pas le cas du 3e, on est clairement dans des petits arrangements entre amis et ça donne clairement le signal que ce n'était pas un dialogue sincère et on a l'impression que ce sont des conclusions qui ont été obtenues depuis longtemps et qu'il fallait juste leur donner des parures de légitimité à travers ce dialogue. Qui ne garantit pas la paix selon vous? Absolument pas, parce que là on est encore dans la discrimination entre les candidats qui font face à la justice et qui pouvaient être réhabilités pour une paix sociale. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il a choisi ses candidats à réhabiliter et nous, l'impression que nous avons, c'est qu'ils veulent avoir une élection entre eux et exclure tous ceux qui sont d'une autre génération et qui voient les choses autrement. Un dialogue dans un contexte d'impasse, de crise politique, mais également avec des conséquences sociales, économiques assez difficiles, Abdourahmane Diouf. Aujourd'hui, quelle analyse situationnelle vous faites justement de ce moment précis? Là, le Sénégal est par terre. Le Sénégal est par terre par la volonté d'un homme qui s'est cru, qui s'est vu plus grand que nature. Un homme à qui le Sénégal a tout donné, le président Macky Sall, pour qui j'ai énormément de respect, qui est l'extraction sociale sénégalaise qui est arrivée à son apogée. Je ne reviendrai pas sur la situation sociale de ses parents, mais le fait qu'il soit né dans une famille démunie, dans une famille modeste, et qu'il ait pu gravir tous les échelons jusqu'à devenir président de la République du Sénégal, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a reçu de la République. Et il aurait dû donner en retour quelque chose à la République. Je pense que le président Macky Sall a raté ses mandats dès le début quand il a dit « je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression ». À mon avis, c'est ça qui explique tous ces ratages depuis le début. À un moment donné, il avait même réussi à réduire l'opposition à sa plus simple expression. Mais maintenant, Baye Omar, il a réduit l'économie, son économie, à sa plus simple expression. Il a réduit le peu d'avancées sociales qu'on avait par grâce de lui à sa plus simple expression. Il a réduit le tourisme à sa plus simple expression. Il a réduit la sécurité du pays qui faisait que le Sénégal est un pays où il faisait bon vivre, où les étrangers venaient avec beaucoup de plaisir. Il a réduit tout ça à sa plus simple expression parce que le projet de base c'était de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Maintenant, en étant dans ce combat de sélection pour ne pas rencontrer, pour ne pas faire face à des opposants crédibles,
il y a eu des effets collatéraux. Et les effets collatéraux, c'est que ce pays ne fonctionne plus. Regardez, vous qui êtes journaliste, sur les 2-3 derniers jours, j'ai fait l'exercice aujourd'hui. Partout dans le monde, en Australie, en Chine, aux États-Unis, au Japon, en Suisse, en France, il n'y a pas un pays où il n'y a pas un article en français, en anglais, en chinois, dans toutes les langues où on parle du Sénégal à la Cour pénale internationale. L'image du Sénégal est à terre parce que nous avons un président qui ne veut pas avoir d'adversaire, qui veut réduire l'opposition à sa plus simple expression et qui en est arrivé à réduire son pays, malheureusement. Quelle est la responsabilité de l'opposition dans cette situation? Moi, je n'en vois pas. L'opposition est en droit de résister quand on lui dénie ses droits. L'opposition que je connais, moi, que je pratique, que je vois, n'est pas dans l'action. L'opposition est dans la réaction. Ça a été Khalifa Sall, après ça a été Karim Wade, ça a été Abdourahmane Diouf, ça a été Ousmane Sonko, ça a été Déthié Fall, ça a été tout le monde. Il n'y a pas un seul opposant au Sénégal qui, à un moment donné, n'ait fait l'objet des foudres, n'ait reçu les foudres du président Macky Sall. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il a raté ces 2 mandats, parce qu'il a l'obsession d'en finir avec toute forme d'opposition, qui fait qu'il n'est même pas concentré sur le travail pour lequel il a été élu. Mais ce n'est pas une première d'en arriver là, c'est-à-dire d'une certaine confrontation entre l'opposition et le parti au pouvoir. Le Sénégal a une longue tradition de conflits politiques également. Est-ce que ce à quoi nous assistons donne une certaine spécificité justement à la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Mais tout à fait, Baye Omar. Et quelle est la nature de cette spécificité? Nous avons toujours été au bord du gouffre, mais nous n'avons jamais été dans le gouffre. Cette fois-ci, j'ai l'impression qu'on est dans le gouffre. Les Sénégalais ont toujours eu des difficultés. On connaît la crise de 62, l'élection de 63, il y a eu des dizaines de morts lors de la première élection de Senghor au suffrage universel. Je ne reviens pas sur les événements de 68. On a connu, notre génération, l'année blanche de 88, quand Abdou Diouf avait été élu pour la 2e fois. Avec toutes les morts qu'on avait eues. On a connu 89 avec les événements de la Mauritanie. On a connu 94 quand les 6 policiers ont été tués. On a eu des crises. Mais des crises pareilles, avec autant d'impunité, on n'en a pas eu. Aujourd'hui, vous voyez qu'ils essaient de rééquilibrer les choses, de reprendre les choses en main en parlant de commission d'enquête parlementaire. Pourquoi les morts de 2023 sont encore plus difficiles à accepter que d'habitude, parce qu'il y a eu tous les morts de 2021 dans les mêmes circonstances et le gouvernement n'a absolument rien fait pour prendre en charge la douleur de ces familles et rassurer les familles sénégalaises. Maintenant, il y a d'autres éléments d'externalité, ça c'est vrai. Nous sommes devenus un pays de pétrole, nous sommes devenus un pays de gaz. Et avant... C'est également intégré c'est le nœud du problème. Oui. Parce qu'avant, quand on avait des problèmes entre nous, les problèmes se réglaient entre nous. Il y avait des mécanismes de régulation sociale, des mécanismes de régulation religieuse qui faisaient qu'on parvenait toujours à s'entendre. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on a des éléments extérieurs qui nous observent et qui n'ont aucun intérêt à ce qu'on se retrouve dans un Sénégal de paix. Parce qu'il y a l'intérêt des djihadistes, il y a l'intérêt des pétroliers qui n'ont pas eu l'avantage d'avoir un contrat au Sénégal. Nous sommes devenus un pays objet de convoitise. Et quand vous êtes dans cette situation pareille, et c'est ce que je reproche principalement au président Macky Sall, on doit faire front au niveau interne. On doit éviter les petites querelles internes qui nous déstabilisent. On doit faire en sorte que même si nous avons des désaccords au niveau politique, on reste un pays unitaire, un pays soudé pour pouvoir faire face à l'extérieur. Mais quand vous prenez ceux qui sont censés vous remplacer, les opposants en l'occurrence, et que vous essayez de les exterminer, entre guillemets, ça veut dire que le minimum d'instabilité intérieure que vous devez avoir pour faire face à l'extérieur, vous ne l'aurez pas du tout. Abdourahmane Diouf, qu'est-ce qui est primordial? Est-ce que ce n'est pas le Sénégal? Tout à fait. Qu'est-ce qui doit être privilégié? Le Sénégal, je suis totalement d'accord, c'est le Sénégal qui est au-dessus de nous tous. Oui. Parce que vous avez décrit les enjeux qui sont des enjeux complexes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui doit primer? Qui a la responsabilité du Sénégal? Oui. Le Sénégal vit comme une monarchie. Nous avons une constitution héritée de la 5e République française qui fait qu'en réalité, on n'a pas un président de la République. On a un monarque. Ça ne date pas de maintenant, ça. Oui, mais c'est là où les dérives narcissiques
sont plus présentes aujourd'hui avec le président Macky Sall, malheureusement. Senghor n'a pas été parfait, ni Diouf ni Wade n'ont été parfaits, mais je ne les ai jamais vus dans autant de manœuvres pour éliminer des opposants et rester indéfiniment au pouvoir. Il ne faut pas oublier que le grand Abdoulaye Wade a perdu les élections. Ce sont des élections qu'il a perdues. Mais lui, Macky Sall, il veut s'organiser à chaque fois pour en arriver à des victoires techniques. Il veut arriver à ne pas à choisir ses adversaires. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure avec la loi sur le parrainage. Oui. Mais le responsable de ce pays, il s'appelle Macky Sall. Il a presque droit de vie et de mort sur tout le monde. Il a la sécurité de son pays entre les mains. Alors, et puisqu'on parle de dialogue, je vais en terminer par là. Oui. Mais il y a eu une opportunité de dialogue sincère et républicaine au Sénégal en 2022. Quand pour la première fois de l'histoire politique du Sénégal, un président de la République ne parvient pas à avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Cela veut dire que son peuple lui a donné un message. Son peuple lui a dit, avant, je vous ai donné ma confiance pour être président. Je vous avais donné ma confiance pour avoir une majorité qualifiée à l'Assemblée nationale. Vous avez les mains libres pour gouverner. Vous voulez parler de l'Assemblée nationale? En 2022, oui. Le peuple lui a donné un autre message. Le peuple lui a dit, je réduis la part de confiance que je vous ai donnée pour donner ça à d'autres Sénégalais. Parlez-leur. Le temps du dialogue, c'était cette période-là. Le président Macky Sall n'aurait jamais dû choisir un premier ministre, former un gouvernement et continuer à dérouler son agenda en 2022 comme il le faisait avant, parce qu'il n'a plus la majorité électorale du pays. C'était ça l'opportunité d'un dialogue où l'opposition pourrait venir faire part de ses doléances et on aurait pu trouver des compromis qui nous permettent d'aller à l'élection présidentielle sans difficulté. Mais la difficulté de la gestion du président Macky Sall actuellement, c'est qu'on lui a donné une confiance populaire à hauteur de 50%, alors qu'il veut gouverner à hauteur de 100%. Mais justement, c'est pour ça qu'il y a la contestation dans le pays. Ce compromis n'est plus possible aujourd'hui. On parle de rupture profonde de la classe politique. On y va tout droit. Oui. C'est une césure. C'est pas déjà le cas. C'est déjà le cas, oui. mais on peut encore sortir de toutes ces difficultés si le président Macky Sall, dans un sursaut de lucidité et de patriotisme, venait à déclarer qu'il n'est pas candidat. Mais moi, pour parler du dialogue, j'ai fait un schéma. J'ai dit que quand vous regardez le dialogue du président Macky Sall tel que ça se passait le 31 mai au Palais, c'est ce que j'appelle le Sénégal des souvenirs. C'était le dialogue des souvenirs. Vous avez là-bas énormément de gens qui ont été aux responsabilités, qui ont une conception purement jouissive du pouvoir et qui se souvenaient de leur temps passé avec la gloire du pouvoir et la gloire républicaine et qui voulaient encore rester dans le jeu. Ce n'étaient pas tous, mais c'était la majorité. D'un autre côté, vous avez une génération d'idées extrêmement pragmatiques, totalement décomplexées, qui ne demandent qu'à être au service de son pays et que le président Macky Sall essaie d'exterminer. Mais ce choc-là, il sera frontal. Il sera frontal. Il va se passer forcément quelque chose au Sénégal en 2024. Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre suivant les mêmes paradigmes de 1960 à maintenant, en ayant des faux jeunes comme le président Macky Sall qui est né après les indépendances, mais qui demeure toujours avec un certain nombre de complexes vis-à-vis des étrangers, qui fait qu'il ne peut pas nous proposer un modèle économique qui tienne en compte nos propres intérêts. Mais justement, c'est de cela dont il est question aujourd'hui. Abdourahmane Diouf, invité d'objection. Oui, vous avez fait allusion à deux dialogues. Le dialogue par F24, c'est le dialogue des avenirs. Et le dialogue, et l'autre, c'est le dialogue des souvenirs. Par justement la coalition gouvernementale et avec ses alliés également et les acteurs politiques. Mais aujourd'hui, si nous devons justement comprendre et faire la différence entre ces deux dialogues, du point de vue de l'âge des acteurs, sommes-nous face à une différence générationnelle justement qui est identifiée comme étant une rupture dans la perception de faire de la politique au Sénégal? Mais totalement. C'est pour ça que je dis toujours que cette génération, c'est une génération d'idées. Ce n'est pas une génération d'âge. Il y a des gens qui sont beaucoup plus âgés que moi, mais qui ont une conception africaine, patriotique sénégalaise, identique à la mienne ou aux autres personnes de ma génération. Comme il y a des gens très jeunes, beaucoup plus jeunes que moi, mais qui réfléchissent encore suivant le prisme du Sénégalais complexé, qui pense qu'il doit tout prendre de la France. Mais cette génération d'idées-là, justement, mais elle est arrivée à maturité.
Et c'est cette fulgurance intellectuelle, c'est cette fulgurance patriotique que le président Macky Sall n'arrive pas à contenir et qu'il essaie d'exterminer par d'autres moyens. Mais ça va arriver. Il suffit juste qu'on nous organise une compétition électorale saine, inclusive, pour que les idées triomphent pour un Sénégal nouveau. Nous ne pouvons pas continuer à être dans la pauvreté ambiante comme nous l'avons été sur les 60 dernières années. Nous ne pouvons pas continuer à traiter les intérêts du Sénégal en deçà des intérêts français ou américains ou autres. Il est venu le temps du patriotisme économique. Il est venu le temps du patriotisme institutionnel. Alors, oui. Et c'est ce que je propose, des institutions nouvelles, totalement sénégalisées, qui tiennent compte des principes universels de la démocratie, mais avec une approche situationniste qui nous ancre dans nos valeurs culturelles. Et c'est pour ça que je dis toujours que je viens avec un projet qui a vocation à africaniser l'Afrique et à sénégaliser le Sénégal. Parce que les projets que nous sommes en train de mettre en œuvre du point de vue de notre constitution n'est pas sénégalaise, Baye Omar. C'est une constitution française. Notre hymne national est de Herbert Pepper. Ce n'est pas un hymne sénégalais. Notre économie telle qu'elle est gérée ne tient pas compte du patriotisme économique et des intérêts des nationaux et des patriotes sénégalais. Alors, rien dans notre façon de nous déployer en 2023. Tout est question finalement d'options. Mais vous, Abdourahmane Diouf, aujourd'hui, il est nécessaire aussi de voir en termes de parallélisme des choix économiques, mais aussi des choix politiques. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas là où réside le problème d'en arriver à réformer justement nos institutions. Depuis Senghor, on ne cesse de le dire, avec un présidentialisme à outrance. Aujourd'hui, on en est là. Finalement, ce n'est pas de là où réside le problème. Mais c'est le gros problème. Je suis totalement d'accord avec votre diagnostic. Sauf que ceux qui sont là n'ont pas intérêt à ce que les choses changent. Eux, ils veulent être des monarques. Ils veulent être des présidents de la République avec tous les pouvoirs. Ils veulent que quand ils sortent du palais le matin, qu'il y ait des gyrophares. C'est une vision, c'est une approche jouissive du pouvoir. Et ils ne voient pas le Sénégal autrement que géré par une élite totalement déconnectée des réalités. Abdourahmane Diouf, candidat à la présidentielle de 2024. Alors, Abdourahmane Diouf, le président Macky Sall et la gestion du pouvoir, interrogation. Il est au pouvoir depuis 2000. Si je ne m'abuse, il a été conseiller du président de la République, Abdoulaye Wade, en 2000. Après, il est devenu ministre des Mines, ministre de l'Hydraulique, ministre de l'Intérieur. Il est devenu Premier ministre. Il est devenu président de l'Assemblée nationale. Il est devenu président de la République. Ce qui n'est pas l'homme le plus expérimenté. L'homme le plus expérimenté sur les questions d'État dont on a dit. Où est-ce qu'il a amené le Sénégal? Dans un gouffre économique, dans une approche institutionnelle et constitutionnelle qui risque de nous amener vers une crise grave que nous n'avons jamais connue dans ce pays. Si c'est cette expérience-là, j'en ai pas besoin. Et je sais que les gens qui réfléchissent comme moi n'en ont pas besoin. Si l'expérience que vous tirez de la gestion de l'État doit vous amener à travailler pour la préservation de vos intérêts, la préservation des intérêts d'une élite, au point que vous devenez une caste, on est dans l'entre-soi au niveau des privilèges. Je n'aime pas cette génération qui dit qu'elle a l'expérience, mais dont l'expérience n'a jamais été mise au service de sa jeunesse. L'expérience n'a jamais été mise au service des femmes. L'expérience n'a jamais été mise au service des économies. Si c'est de cette expérience-là dont on parle, je n'en ai pas besoin. Et ce n'est pas pour ça que je veux devenir président. Il va falloir rassurer ceux qui nous écoutent, parce que vous êtes en perspective de 2024. Vous avez justement publié cet ouvrage Sénégal présidentiel de 2004 et à la première page, je suis candidat. Vous le dites, vous le martelez. Oui, vous l'avez déclaré également, cette candidature. Et quelque part dans l'ouvrage, vous dites, Abdourahmane Diouf, quand vous avez été nommé directeur général de la SONES, on vous a offert un cadeau. Tout à fait. Oui, justement, cette idée ou cette perception, vous l'avez ressentie, vous l'avez écrit, quelque part. Est-ce que c'est de cela que vous ressentez lorsqu'il s'agit de regarder justement nos chefs d'État en nommant comme si c'est un cadeau qu'on offre? Tout à fait. Moi, quand on m'a nommé comme directeur général de la SONES, je venais de Genève. Ils sont venus me prendre.
C'est ça la réalité. Oui. J'avais la naïveté de penser que j'avais quelques compétences, un parcours qui aurait pu me permettre de faire de la SONES l'une des entreprises, sociétés nationales. C'est votre premier choc déjà. Exactement, mais je me suis... Celui qui vous a nommé, vous avez l'impression quelque part que il n'attendait pas il y avait une différence de compréhension. Il n'attendait pas de moi des résultats. C'est ça le choc managérial, moi, que j'ai eu quand je suis venu au Sénégal pour diriger une société nationale. En réalité, le président Macky Sall, il vous nomme à ce genre de poste parce qu'il pense qu'il vous doit quelque chose et il vous donne une récompense. Et quand vous êtes à ces postes-là, vous ne devez pas vous soucier de l'intérêt général, vous devez juste faire en sorte que les choses fonctionnent dans l'intérêt du président. Et plus loin, c'est pour ça. Oui. Et plus loin, Abdourahmane Diouf, vous avez été également déçu. Quand je dis déception aujourd'hui, c'est justement déclarant votre amour pour l'Afrique, vous vous êtes rendu compte à la fois au Kenya, mais également en Tanzanie, quelque part, que votre déception a été grande, de parler de panafricanisme et de constater dans la réalité qu'on est très très loin de ce panafricanisme. Vous savez, certaines déceptions vous construisent. Comme ce qui s'est passé à la SONES, je termine sur ça. Oui. C'est là où j'ai compris que le président ne vous met pas à ses postes de responsabilité parce qu'il attend de vous des résultats particulièrement. Ils veulent que vous soyez dans le système, que vous soyez à leur botte pour perpétuer le système dans cette approche jouissive du pouvoir dont j'ai parlé et qui ne m'intéresse pas. Mais justement, ces déceptions aussi ont construit mon panafricanisme. Le projet politique que je porte à Wallé, je dis toujours que c'est un projet panafricain à circonscription sénégalaise. Panafricain, parce que je suis foncièrement panafricain, je connais ce continent, je suis allé un peu partout et j'ai fait du benchmarking en prenant ce qui se fait de mieux dans chaque pays africain, combiné au diagnostic que j'ai fait dans mon propre pays pour proposer un projet de société. Mais tout n'est pas rose. Oui. Je le dis dans le livre, moi j'ai passé 24 heures à l'aéroport d'Arusha en Tanzanie, alors que j'y allais pour donner un cours sur l'intégration africaine. Paradoxe. Et je dis même dans le livre qu'on était dans les très grands avions de KLM, en bleu-blanc, où sur plus de 300 passagers, j'étais le seul Africain noir. Et paradoxe, j'étais le seul qui n'a pas pu passer quand on est arrivé, parce que à chaque fois que j'arrivais à Arusha, je prenais le visa à l'aéroport. Il y avait un changement, on m'a dit non, vous ne pouvez plus prendre le visa à l'aéroport. Mais tous ces Européens-là, et là je ne suis pas dans la racialisation, je parle de la provenance, mais tous ces Européens-là ont pu entrer. Le Sénégal était sur la liste rouge. Exactement. Au Kenya, c'est la même chose, j'ai passé la nuit à l'aéroport. À Lusaka, j'ai passé 24 heures à l'aéroport. Tous ceux qui font ce voyage se rendent compte quelque part de ce paradoxe. Alors qu'on est africain, on est panafricaniste, on y va pour aider ces pays. J'aurais aimé qu'il y ait un visa africain que nous utilisons tous. Mais c'est ça la valeur ajoutée qu'un candidat comme Abdourahmane Diouf pourrait amener. Je vous ai dit tout à l'heure. Mais justement, j'allais y venir, puisque de déception à déception, vous gardez quand même l'optimisme toujours, l'optimisme qui réside dans votre projet de déconstruire ce à quoi vous avez été confronté comme difficulté, ce qui nous permet aujourd'hui de parler de votre projet. Mais avant d'en arriver à votre projet, parlons un peu d'économie. Ça aussi, c'est votre terrain. Abdourahmane Diouf, oui, le sommet, je vous parlais du pacte financier mondial qui s'est déroulé en France avec l'objectif de 100 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux justement du FMI pour les pays dits vulnérables. La promesse avait été faite il y a 2 ans de cela. Aujourd'hui, quelle appréciation faites-vous justement de cette rencontre de Paris? Alors, la première chose, il ne faut jamais s'attendre à ce que les FMI ou la Banque mondiale vous fassent des cadeaux. Ils ne font jamais de cadeaux. Ça peut être 1000 milliards. Mais les conditionnalités sont quand exactement, même assez favorables. et d'habitude, et c'est le plus important, suivant leur agenda. Non seulement ils vous donnent des prêts, ce ne sont pas des cadeaux, des prêts concessionnels. Voilà, mais ce sont des banquiers. C'est ça qu'il faut garder en tête. Le banquier qui vient vous dire, je vous donne un prêt pour que vous achetiez une belle voiture ou que vous construisiez votre maison, vous avez beau penser qu'il est généreux, il reste un banquier. Et une fois que vous aurez encaissé l'argent, la seule chose qui va l'intéresser, c'est de voir comment recouvrer son argent avec des intérêts et en ne tenant pas compte de vos autres priorités. Nous sommes dans un pays où l'enseignement a connu des couacs extraordinaires parce qu'à un moment donné, ces institutions internationales nous avaient dit la priorité, ce n'est pas de recruter des enseignants, mais la priorité, c'est de rembourser votre dette. Oui.
moins d'État, mieux d'État du président Abdou Diouf. Ces mêmes institutions nous ont dit à un moment donné, vous ne pouvez pas recruter des magistrats, vous ne pouvez pas recruter des médecins, vous ne pouvez pas faire des dépenses de santé, vous ne pouvez pas investir sur l'éducation, sur le capital humain, parce que la priorité, ce n'est pas votre capital humain, la priorité, ce n'est pas le social à travers la santé, la priorité, c'est de rembourser les dettes. Donc moi, j'en suis arrivé à un niveau d'expérience qui me permet d'être toujours prudent par rapport à ces approches. Maintenant, par rapport à leur agenda, j'ai pas bien écouté le président Macky Sall, parce que je sais que de sommet en sommet, il va répéter les mêmes antiennes sans aucun impact réel sur notre économie. J'ai par contre écouté le président Macron, qui se targuait d'avoir donné une somme d'argent extrêmement importante pour le Sénégal. Mais quand vous écoutez le président Macron, vous vous rendez compte tout de suite qu'il y a une substitution d'agenda. L'Europe et les nations développées de façon générale ont eu un parcours sur toutes ces problématiques de développement durable qui est très différent du nôtre. Nous ne sommes pas les pollueurs et pourtant nous semblons être les payeurs. Encore, il y a quelques années, et peut-être aujourd'hui encore, ils en sont au charbon. Ils ont choisi leur itinéraire et quand ils ont fini de penser qu'ils avaient atteint leurs objectifs, ils n'ont pas voulu que les autres passent par le même chemin qu'eux. Donc ce n'est pas tout cet argent qu'on nous donne, ce n'est pas pour mettre en exergue notre propre agenda de développement par rapport à nos propres besoins, c'est pour répondre à l'agenda occidental. Dans tous les domaines, c'est la même chose. Tous les pays occidentaux se sont copiés. Donc, ils ont triché entre eux pour avoir une industrie viable. Après qu'ils aient réussi tout ça, ils ont inventé des notions de propriété intellectuelle en nous disant vous n'avez pas la possibilité de copier, etc. Donc, le principal problème, pour en terminer avec cette question, c'est que nous sommes dans un monde globalisé qui fonctionne avec un certain nombre de règles à l'élaboration desquelles nous n'avons pas participé. Ces règles sont mises en place par l'Occident, mise en œuvre par l'Occident, contrôlée par l'Occident. Et si vous voulez, je vous donne un exemple très pratique pour en terminer qui est lié à l'actualité. Aujourd'hui, on a une vaste campagne pour amener Macky Sall et ses collaborateurs à la Cour pénale internationale. Moi, je suis partagé parce que je suis d'accord sur le fait qu'il faut les poursuivre. Je suis d'accord sur le fait que tous ces morts-là ne doivent pas passer par parti et profit, qu'il faut avoir des commissions d'enquête parlementaire. Mais je suis très gêné en tant que juriste international qui a vécu ça de l'intérieur, qu'on veuille amener des Sénégalais à la Cour pénale internationale. Moi, j'ai suivi l'évolution de la Cour pénale internationale. J'ai travaillé pour l'instauration de la Cour pénale internationale entre 1998 et 2000. Mais je suis déçu de ce que cette Cour est devenue parce que c'est un terrain où on n'attrait que des dirigeants africains dus à leur origine et à leur race. Et je suis désolé de le dire comme ça. Donc moi, ce que j'aurais préconisé, c'est que les manifestations et toutes les recherches de preuves que nous sommes en train de faire dans l'opposition pour que ce qui s'est passé au Sénégal ne se passe plus, se fasse en priorité au niveau des cours et tribunaux sénégalais ou à défaut, parce que bon, le défaut a été constaté, parce que depuis 2021, rien n'a été fait, à défaut que ce soit des cours africaines. Moi, j'aurais aimé que s'il y a un officiel sénégalais qui est condamné, qui est poursuivi pour crime contre l'humanité, que ce soit fait par des Africains en Afrique, comme si ça a été fait avec Abré par exemple, même si je n'étais pas d'accord avec tout ce qui a été fait. Mais je ne veux pas que nous, Africains, nous, dirigeants africains, nous, futurs ministres, futurs présidents africains, que nous jouions à nous amener à la Cour pénale internationale où on n'amènera aucun dirigeant américain, on n'amènera aucun dirigeant français. Aujourd'hui, on a tous ces problèmes de djihadisme et de sécurité. C'est lié au fait qu'on a déstabilisé la Libye. Et nous vivons aujourd'hui les conséquences. Où sont ceux qui ont déstabilisé la Libye? Est-ce qu'ils sont allés à la Cour pénale internationale? Donc il ne faudrait pas que par excès de zèle, nous donnions aux autres l'impression que nous acceptons cette discrimination raciale qu'on fait contre nous. Donc oui pour la justice, je le dis très fort parce que je ne veux pas qu'il y ait de malentendus sur mes propos. Oui pour cette justice, oui il faut les poursuivre, mais il ne faut pas que nous nous jetions en pâture. C'est la CPI qui pose problème. C'est la CPI qui me pose problème, parce que la CPI, vous n'y verrez pas des présidents européens ou américains, vous n'y verrez que des présidents africains, et c'est de l'humiliation pour l'Afrique. Justement, pour cette transition énergétique dont il est question ici, en parlant de ce sommet de Paris, du pacte financier aujourd'hui, on n'empêche pas au Sénégal de solliciter cet argent en exploitant son pétrole et son gaz.
Mais il n'y a pas de problème. Mais en principe, on ne peut pas. Maintenant, moi, j'aurais aimé voir le protocole entre la France et le Sénégal sur ce pacte. Encore une fois, je vous ai dit, j'ai plus écouté Macron que Macky Sall, parce que je sais, on a l'historique de tous les contrats pétroliers et gaziers qui ont été signés ici, dont on ne connaît pas la réalité du contenu. Moi, je suis juriste, j'ai l'habitude de travailler sur les contrats. J'aurais aimé voir qu'est-ce que le président Macky Sall, à 8 mois de sa passation de service, est allé offrir la France, qui pourrait être remis en cause par un futur président. Ça aussi, c'est une question, ce que j'appelle les questions transmandature. Il faut y penser. Quand vous êtes président, vous êtes à votre 2e mandat, vous allez finir dans 8 mois, mais vous gérez les affaires courantes. Vous n'avez pas le droit d'engager dans un pays dans des considérations tellement énormissimes que cela pourrait gêner l'action de votre successeur. Oui, que dire, Abdourahmane Diouf, invité d'objection, de la situation économique actuelle, de la situation sociale? Le Sénégal, aujourd'hui, par rapport à son économie, il y a problème quelque part. Mais l'économie est à terre. Vous vous promenez sur Dakar. Quelle solution apporterez-vous en tant que candidat face à des difficultés auxquelles sont confrontés les Sénégalais aujourd'hui? Alors, le constat, c'est important de le rappeler. Vous voyez que Dakar est à terre. Le Sénégal est à terre. Il ne faut pas oublier que la fête de la Tabaski, indépendamment de sa dimension religieuse, c'est la plus grande fête du Sénégal pratiquement. C'est fêté sur l'ensemble du territoire national par les 95% de musulmans et pour les 5% d'autres autres religions qui se retrouvent dans cette fête. C'est le Graal pour l'économie sénégalaise. Si vous avez l'habitude de regarder les rues de Dakar pour les fêtes de Tabaski passées, que vous regardez maintenant, vous vous rendez compte qu'on est très loin du compte. Pourquoi? Parce que les gens ont peur. Parce que quelles que soient les proportions économiques qu'on va faire, le substrat, ça va être la paix sociale. Vous ne pouvez pas développer un pays si vous n'avez pas ce substrat-là de la paix sociale, qui nous est tellement familier qu'on avait oublié que c'est notre capital premier. Les Sénégalais sont tellement habitués à la paix qu'ils ne se sont jamais imaginés pouvoir vivre dans un régime où il n'y a pas de paix. Et depuis le 1er juin 2023, en l'occurrence, nous nous rendons compte que tout le monde vit dans la peur. Même les petits échanges par Internet, qui représentent une très grande partie de l'économie par les services, a été pour la première fois instrumentalisé par le gouvernement du Sénégal. Donc tout est à terre. Maintenant, les propositions, c'est de faire en sorte que le Sénégal reste un pays de paix. Pour que le Sénégal reste un pays de paix, il faut un dialogue, pas ces petits arrangements entre amis, mais faire en sorte que chaque Sénégalais sache qu'il a la possibilité de se faire représenter à travers l'expression de son suffrage par un candidat. Donc on arrête la sélection des candidats. Et je reviens à ce que j'avais dit tout à l'heure. À mon avis, c'est Khalifa, c'est Karim, c'est Sonko et tous les autres, parce qu'on doit bénéficier d'une politique de magnanimité du président dont la fin est la paix sociale, soit ce n'est personne d'entre eux. Mais c'est également Abdourahmane Diouf comme candidat. Abdourahmane comme candidat est prêt, on aura l'occasion d'en parler. Oui, j'ai mes petites misères d'opposants pour le moment. J'espère passer l'étape de la caution et du parrainage sans aucune difficulté. Ah oui? Mais si vous regardez aujourd'hui le parrainage, d'ailleurs moi je pose la question au passage, parce que bon, je suis dans le jeu politique, je suis juste, je suis censé comprendre certaines choses. Il y a quelque chose que j'ai toujours pas compris dans le parrainage et qu'on nous a pas expliqué. C'est quoi? On sait que c'est optionnel, qu'on peut aller au suffrage, au parrainage citoyen. Ça passe de 0,8 à 1%. À 0,6 à 0,8%. Si on a un corps électoral de 7 millions, on doit avoir besoin de 35 000 à 40 000 par an. Cela est totalement dans nos corps et je pense qu'il n'y aura aucun problème pour un candidat comme Abdourahmane Diouf de passer ça. Maintenant, au niveau du suffrage des élus, on nous a dit qu'il faut 13 députés. C'est un chiffre suspect. Je n'entrerai pas dans les détails. Oui, parce qu'il paraît qu'il y a l'un des dialogueurs, entre guillemets, qui a exactement ce chiffre-là en termes de nombre de députés. Ce n'est pas un hasard. Deuxièmement, on nous dit 13 députés et 120 présidents de conseils municipaux, donc les maires ou départementaux. Mais personne ne nous a dit, ça fait 2 jours que j'y réfléchis, est-ce que c'est cumulatif? Peut-être que vous avez la réponse. Est-ce qu'il faut à la fois avoir les 13 députés et les 120
maire ou président de conseil départementaux, ou bien vous devez avoir juste les 13 députés, ce qui est une option, alors que les présidents de conseils départementaux et de maires, c'est une autre option. J'arrive pas à comprendre, parce que c'est pas la même chose. Si on vous dit que vous avez juste besoin de 13 députés, ça veut dire que vous avez 3 options. Le parrainage citoyen, 35 000 à 40 000 par an, les 13 députés, deuxième option, les 120 maires ou présidents de conseils départementaux. Maintenant, j'attends la question de savoir est-ce qu'il faut cumuler les députés et les maires. Mais l'un dans l'autre, déjà, c'est un problème. On le met dans le débat. On le met dans le débat, c'est une question que je peux mettre. Maintenant, si on prend le parrainage des maires et des présidents de conseils départementaux, si vous avez 557 maires, vous avez 45 présidents de conseils départementaux, si vous faites la division, ils ne peuvent pas parrainer plus de 5 candidats. C'est une restriction à la liberté de candidature telle que dénoncée par la Cour de justice de la CEDEAO. Parce que l'un des raisonnements de la Cour de justice de la CEDEAO à l'époque, c'est un raisonnement très simple, mais imparable. Ils ont dit aux Sénégalais, au gouvernement du Sénégal, vous dites que vous avez 300 partis politiques. Si chaque candidat, si chaque parti politique, on peut le supposer, présente un candidat, votre corps électoral ne pourra pas satisfaire tous les candidats. Et on est dans le régime de la discrimination. Si aujourd'hui on dit qu'on veut corriger cette erreur et qu'on vient dans l'optionnel avec le parrainage par les élus, si vous avez le nombre des élus qui peuvent parrainer, mais dont le nombre de citoyens parrainés ne peut pas dépasser 5, c'est ce que j'appelle les petits calculs et les petits arrangements entre amis. Moi, l'impression que j'ai, c'est que ce sont des gens qui ont discuté de tout en amont et qui ont juste essayé d'avoir cette tribune pour légitimer un certain nombre de choses. Et ça, c'est une bombe sociale. C'est une bombe sociale. Et si on n'a pas réglé ce problème social avec la candidature ou pas du président Macky Sall, aucune réforme économique ne pourrait prospérer. L'heure de la déconstruction est arrivée, dites-vous. Alors justement, parlons de Awalé. Tout à fait. Oui, d'où nous vient ce terme, Awalé? Alors, c'est un concept très intéressant qui vient du fait que je suis un panafricain, comme je vous l'ai dit, et nous avons voulu avoir un terme inclusif qui signifie beaucoup de choses. Je vais vous en donner quelques exemples. Oui. Bon, l'exemple le plus simple en Wolof, c'est que Awalé, c'est And, Watu, Askanbi, Ligéel, Elek. C'est Awalé. Mais Awalé aussi, c'est le verbe sénégalais, africain, Wolof, qui veut dire faire passer par le chemin de Awalé Sénégal, Tiyonum Djup, Awalé Sénégal, Tiyonum Kom, Awalé Sénégal, Tiyubari, c'est le verbe. Mais puisque nous sommes un parti panafricain, nous n'avons pas voulu laisser en rade les autres panafricanistes. Et nous avons choisi ce jeu qu'on appelle Awalé dans la plupart des pays africains, mais chez nous qu'on appelle Wouré, que vous connaissez certainement. Oui. Dans le Wouré, il n'y a pas que la dimension ludique. Dans le Wouré, il y a la dimension stratégique. Les Français, les Occidentaux, ils ont leur jeu d'échecs. Quand quelqu'un excelle en jeu d'échecs, il est considéré comme quelqu'un d'extrêmement intelligent. En Afrique, quand quelqu'un excelle dans le jeu du Wouré et de l'Awalé, il est considéré comme quelqu'un d'extrêmement intelligent. Donc prendre le nom de Awalé, c'est une façon de dire que nous autres Africains, nous autres Sénégalais, nous sommes dans la stratégie et nous pouvons triompher. Pas comme le feraient les Français avec leur jeu d'échecs. Parce que vous savez, Bayoma, c'est quoi la particularité du jeu Awalé, du Wouré, et qui est vraiment un motif de fierté pour l'Afrique et que nous revendiquons nous au niveau de Awalé. C'est quoi? C'est le seul jeu pratiquement au monde de billes où quand votre adversaire, écoutez bien ce que je vous dis, quand votre adversaire n'a plus de billes, vous n'avez pas gagné. Vous êtes obligé de lui donner de vos billes pour que le jeu puisse continuer, pour que vous puissiez gagner. Cette noblesse, cette générosité, elle est africaine. C'est une façon de dire au monde que vous avez régné sur l'Afrique à un moment donné, vous nous avez déstabilisés, vous nous avez colonisés, vous nous avez esclavagisés, vous n'avez pas été généreux avec nous. L'Afrique prendra sa revanche, mais ce ne sera pas une revanche qui consistera à vous écraser. Parce que l'Afrique a la capacité de gagner les grandes compétitions économiques, politiques et sociales du monde en se basant sur sa propre puissance, mais en ne piétinant pas les autres. Alors, et si vous mettez ça en perspective du Sénégal, le président Macky Sall aurait dû être un partisan, un militant du parti Awalé. Parce qu'en étant un militant du parti Awalé, il n'aurait jamais dû passer son temps
à écrabouiller les opposants qui ont fait, et c'est ce qui fait qu'il a pratiquement perdu ses 2 mandats, parce qu'étant dans un jeu purement politicien, en essayant de réduire l'opposition de l'élégance démocratique. Ouais. Oui, Abdourahmane Diouf, aujourd'hui, justement, le projet, il est conçu. Tout à fait. Si nous devons en retenir 3 en termes de réforme. Tout à fait. Oui, lesquelles? Alors, la grande réforme, c'est sénégaliser le Sénégal. Je vous ai dit tout à l'heure que nous n'avons pas nos institutions. Parce qu'elles ne sont pas à nous. La République, d'ailleurs dans le livre que j'ai écrit, j'ai dit on passe de la République du Sénégal à la République sénégalaise. Parce que la République du Sénégal vient de la colonie du Sénégal, qui est un appendice de la République française. Donc en changeant nos institutions, nous reprenons notre pays en main, et c'est là où nous avons la légitimité de proposer des réformes. Mais ce qui va faire décoller le Sénégal, avec un Abdourahmane Diouf, président de la République à partir du 3 avril 2024, c'est le patriotisme économique. Bon, pour vous, qu'est-ce que c'est le patriotisme économique? C'est bâtir une économie qui fait vivre les Sénégalais et qui s'appuie sur le talent local, le talent national, le talent patriotique. Exemple. Le patriotisme économique, c'est ne pas prendre un service aussi stratégique que l'eau et donner ça à des étrangers pour gérer. On a eu la SDE, qui n'était pas une société parfaite, mais qui a été gérée par une vingtaine d'années par des Sénégalais. Le jour où vous décidez de privatiser ça encore, mais donner ça aux Sénégalais pour qu'ils s'en occupent. Vous pouvez le faire pour les télécoms, ce qui n'est pas le cas. Vous pouvez le faire pour la grande distribution, ce qui n'est pas le cas. Vous pouvez le faire dans tous les domaines de la vie économique où les Sénégalais ont du talent. Faire en sorte que les dividendes, parce que nous sommes dans un pays qui produit quand même de la richesse. Le problème, c'est que ces richesses que nous créons sont rapatriées dans les pays d'origine des investisseurs. Et comment justement relever le défi de la redistribution? Mais juridiquement déjà, il faut régler le problème. Nous ne pouvons pas continuer à être des sous-traitants dans notre propre pays. Nous ne pouvons pas être des étrangers dans notre propre pays. Cette générosité économique, elle existe parce que nous sommes dans une logique de mondialisation. Nous ne voulons pas que le Sénégal soit un pays fermé sur lui-même. Mais quand bien même vous êtes ouvert en utilisant un certain nombre de mécanismes juridiques qui vous permettent de faire rester la grande majorité des richesses créées dans votre propre pays. Et de ce point de vue, nous sommes nuls. Nous sommes l'un des rares pays du monde qui nous ouvrons totalement à l'étranger, qui donnons tous les avantages fiscaux et économiques aux étrangers, qui leur demandent de venir faire du business et de faire des bénéfices au Sénégal et de pratiquement tout rapatrier. Renverser l'extraversion de notre économie. On vous dira, oui, ils créent des emplois, oui, mais les emplois qu'on crée avec des salaires qui sont dépensés au Sénégal, ça crée de la richesse, mais c'est une richesse qui n'est pas à la dimension de la massivité des dividendes qui sont rapatriés par ailleurs. Et ça, c'est un problème de souveraineté. Et Abdourahmane Diouf, président, veillera à ce que dans tous les domaines de la vie économique où nous avons la possibilité d'accueillir des investisseurs, de faire en sorte que ce soit le secteur privé national qui soit mis en orbite, accompagné par le service secteur privé étranger. Donc oui, nous sommes ouverts aux investissements. Oui, nous sommes un pays ouvert, mais nous sommes un pays qui ne détestons pas les étrangers, mais nous sommes un pays qui nous aimons d'abord, nous Sénégalais, nous Africains, avant de donner une partie des dividendes à l'étranger. C'est ce que tout le monde fait. Oui. Tout le monde trouve ça normal, sauf que quand un Africain veut le faire, on veut le taxer de nationaliste ou autre. Mais nous avons sillonné le monde, nous avons fait des études dans ce domaine, nous avons pratiqué toutes ces choses dont on parle, et nous savons qu'en ayant une loi sur le patriotisme économique que je vais proposer, le Sénégal pourra avoir une économie qui va avoir de l'impact sur le capital humain, donc un meilleur Sénégalais, aussi bien en vertu, en compétences, etc., qui va faire en sorte que la femme sénégalaise soit mieux prise en compte dans le processus de prise de décision, qui va faire en sorte que notre jeunesse, qui est totalement, complètement snobée aujourd'hui, revienne au centre du jeu. Regardez, aujourd'hui, on a un président, et ça me fend le cœur, qui n'a pas daigné prendre la parole après les émeutes de ce mois de juin, où on a parlé de plus de 16 morts, pour rester raisonnable, qui a fait juste une réaction laconique 2 semaines après, à travers le communiqué du Conseil des ministres, et qui, une semaine après, va en Ukraine, va prendre des bougies et va rendre hommage aux morts des autres, en oubliant qu'il y a une semaine, sa jeunesse a été tuée
sur place sans aucune empathie de sa part. C'est quel patriotisme, c'est quel président, c'est quelle façon de gouverner, c'est quel message on envoie aux jeunes. Au Sénégal autrement. Au Sénégal autrement, au Sénégal d'abord. Oui. Au Sénégal d'abord, ou dans tous les domaines de la vie économique et sociale, nous penserons toujours aux intérêts des Sénégalais. Au Sénégal où on construit l'homme avec un grand H, pour que cet homme-là sache qu'il est un vecteur économique, un agent de développement. Un Sénégal où les inégalités sociales et la corruption seront combattues. Merci. Regardez la question foncière. Oui. Il y a une élite, peut-être 1000 personnes, 2000 personnes, qui ont des hectares un peu partout qu'on a privatisés, qui ont des maisons un peu partout qu'on a privatisées. La grande masse peine à avoir un terrain de 150 mètres carrés pour vivre. C'est une injustice sociale. Quand quelqu'un comme vous et moi allons passer 5 ans, 10 ans pour rassembler 50 millions pour avoir un terrain nu dans cette ville de Dakar qui est chère à outrance, mais il y a quelqu'un d'autre qui, à travers un petit sourire dans un bureau quelque part à Dakar, va se vouloir octroyer gratuitement un terrain de 1000 mètres carrés. Et c'est ça qui fend le cœur des jeunes, de se rendre compte que ce n'est pas l'effort de travail fourni qui donnera un résultat professionnel ou une reconnaissance sociale. Mais c'est la proximité avec l'élite locale, c'est ce Sénégal des souvenirs-là, que c'est cette proximité-là qui va lui permettre de réussir dans la vie. Abdourahmane Diouf, merci. C'est moi qui vous remercie. Oui, le candidat était l'invité d'objection, mais également avec un projet, un programme aux Sénégalais d'en décider. Mais on aura l'occasion de fouiller justement ce programme, ce projet de société justement adressé aux Sénégalais. Merci encore avec plaisir, Bayouma. Tous mes encouragements pour l'excellent travail que vous faites. J'espère qu'on aura un excellent déwénel par anticipation. Cet excellent déwénel-là, c'est que ce dimanche-là, le président Macky Sall prenne la parole et dans un élan de lucidité et de grandeur insoupçonnée, déclare qu'il n'est pas candidat à la prochaine élection présidentielle. En tout cas, il est attendu ce 25 juin 2023. On y reviendra certainement après cette adresse du chef de l'État aux Sénégalaises et aux Sénégalais. En tout cas, merci, ça a été un plaisir. Et certainement d'autres occasions suivront pour également aller en profondeur de l'actualité et des sujets qui préoccupent le Sénégal, mais également l'Afrique et le monde. Merci de nous avoir suivis. Un grand merci à l'équipe digitale à la tête, Aline Badra Sosé. Au revoir, gardez l'écoute, l'information contenue, c'est sur la 98.5. Au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé